Maléjac, secrétaire général de PIARC, l'Association mondiale de la route, qui est l'instance organisatrice de ce webinaire avec nos collègues experts de différents pays. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, et merci à Pascal et ses collègues du comité De gestion du recommandation patrimoine CV. C'est qui bon? nous a qui IMP. a permis qui a organisé ce séminaire. Quelques principes de base sur Zoom, hein. Donc, j'espère que vous pouvez visualiser les visuels et présentations proprement sur votre appareil. Un point important, merci de vous mettre en sourdine, donc en mode silencieux, et même de ne pas diffuser de vidéo pendant les présentations, puisque cela crée des bruits de fond et puis surcharge la connexion. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser les fonctions de discussion qui se trouvent plus bas dans la barre des menus en bas de votre écran, discussion, et nous les collecterons et les utiliserons durant les questions et réponses à la fin de la séance. Et très important aussi pour que tout le monde travaille dans une réunion, un séminaire où tout le monde se reconnaisse, merci de veiller à ce que votre nom apparaisse clairement pour tout le monde. Vous avez ici sur la partie droite de l'écran quelques indications. Si vous voulez faire un clic droit sur votre image et utiliser le menu Renommer qui apparaît, cela fonctionne également, de façon à ce que l'on sache qui s'exprimera ou qui pose des questions. Voilà. Merci beaucoup pour votre considération et la prise en compte de ces quelques consignes. Donc, je rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet avec quelques présentations de ce que c'est que PIARC. Et en commençant, avant même ça, par exposer et même poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle de route? Dans certains pays, les routes sont peut-être une priorité qui est en cours de diminution, mais pourtant, il faut considérer les priorités de la société et le contexte général qui évolue très rapidement, et nous devons à PIARC toujours répondre aux attentes de la société et aux attentes de nos membres. En fait, les routes et le transport routier sont essentiels et s'améliorent sans cesse. Dans la plupart des pays, les routes représentent aujourd'hui 80% de l'ensemble du transport terrestre. Ça veut dire que toute amélioration sur le transport routier va toucher tout de suite une part très importante de l'ensemble du transport. Et on sait à quel point le transport est essentiel pour la vie de tous les jours, pour l'équité, l'inclusion, l'accessibilité et d'autres objectifs de développement durable des Nations Unies. Les routes sont d'ailleurs prêtes et depuis longtemps, à soutenir les développements durables et les transports à faible émission de carbone. Si vous voulez circuler à vélo ou marcher, vous allez avoir besoin d'une route, les modes actifs. Si vous voulez monter dans un Uber ou un Lyft, du covoiturage, il y a une route en dessous. Si vous voulez utiliser un bus comme mode de transport public, il y a une route en dessous. Et si votre véhicule utilise des carburants alternatifs comme l'électricité, le GNL ou l'hydrogène, il y a quand même une route sous votre véhicule. Et donc, si la route est mal conçue, mal entretenue, s'il y a des nids de poules, cela va moins bien fonctionner. C'est pour ça qu'il est important quand même de garantir que les routes sont bien conçues, bien entretenues, dans un contexte intégré de coopération avec les autres modes de transport, bien évidemment. Nous avons de très bonnes relations avec le monde du ferroviaire, pour ne citer que lui. C'est pourquoi à PIARC, notre travail se poursuit. Les techniques de routières ne sont pas toutes déjà identifiées sur un large éventail de sujets, et ces sujets sont identifiés afin de répondre aux besoins de nos membres et des communautés de la route et plus largement des transports. Alors à PIARC, à l'Association mondiale de la route, nous avons été fondés il y a plus d'un siècle, en 1909, en tant qu'association à but non lucratif et apolitique. Nous sommes, je pense, le premier forum mondial pour l'échange de connaissances, de politiques, de pratiques sur tous les sujets qui touchent aux routes et au transport routier. En général, on nous reconnaît pour la qualité, mais j'ai parfois un peu honte de dire ça, mais un peu timide en disant ça, mais c'est d'autres collègues et des partenaires qui nous le disent, et la neutralité de nos travaux, surtout. Nous ne promouvons pas une solution en particulier, nous présentons à nos membres un panel d'options, et ces options sont caractérisées. Nous travaillons avec tous les pays à tout stade de leur développement économique, donc les pays à fort revenu, les pays à bas revenu également, et cela est une caractéristique importante de notre stratégie. Nos membres sont en premier chef 125 gouvernements répartis à travers la planète, qui sont les leaders de notre association, ainsi que des régions, des entreprises, des universités et des individus, des particuliers. La façon dont nous travaillons est de mobiliser l'expérience et les connaissances
d'un millier d'experts qui viennent de plus de 80 pays au sein de comités techniques et groupes d'études que nous constituons. Donc ce sont des volontaires venant de différents pays et nombre d'entre eux vont s'exprimer aujourd'hui et je tiens à les remercier tous très très chaleureusement. Et nous avons 3 langues de travail au quotidien qui sont l'anglais, l'espagnol et le français qui est la langue aujourd'hui de notre webinaire. J'évoquais les comités techniques que nous constituons par période de 4 ans, hein, pour cadrer un petit peu et orienter les travaux. Et vous voyez ici, encadré en rouge sur la diapositive, où se situe notre comité gestion du patrimoine routier qui organise notre webinaire aujourd'hui. Donc aux côtés de ses collègues chaussées, sécurité routière toujours, mais également changement climatique et résilience du réseau routier ou gestion des catastrophes et normes de conception des routes. Donc c'est tout un tissu de thématiques qui sont abordées par nos collègues, nos experts, au sein de comités qui produisent un grand nombre de rapports, de publications, hein, qui sont souvent plus d'un par mois en fait en général, sur des sujets extrêmement variés. Et je commencerai par un rapport qui date de 2019, qui est très intéressant aujourd'hui pour la thématique qui nous concerne, qui sont les approches innovantes dans la gestion d'infrastructures routières, un rapport technique que vous pouvez les télécharger sur notre site. Mais sur d'autres sujets plus largement, nous avons des travaux récents sur la résilience des tunnels routiers, comment préparer les projets dans les pays, quel que soit leur stade de développement d'ailleurs, diversité et gestion des talents des ressources, dans les ressources humaines des administrations des transports, ou même écologisation, greening, du transport de marchandises. Tous ces rapports sont téléchargeables gratuitement depuis notre site. Nous avons également des manuels en ligne, qui sont des sites web dédiés, qui permettent d'appréhender un sujet de façon globale, attractive, en présentant les principes clés de ces sujets, et ainsi que des études de cas et des liens vers des compléments d'information. Nous en avons 5 sur la gestion des catastrophes, l'exploitation des tunnels routiers, la sécurité routière, l'exploitation des réseaux routiers et des systèmes de transport intelligents, et bien évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la gestion du patrimoine routier. Nous partageons nous publions des rapports, nous partageons des manuels, mais également nous organisons des événements internationaux qui sont des lieux de rencontre et de partage, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. C'est ainsi qu'en mars, le comité sur la gestion du patrimoine a organisé un séminaire qui a eu beaucoup de succès au Sénégal sur la gestion performantielle du patrimoine et des services de transport terrestre dans un contexte de développement durable. Mais vous voyez ici sur l'écran que nous avons également euh, euh, pris soin de partager avec des collègues en Inde, en Tunisie, au Maroc, en Argentine et récemment en Tanzanie. Nous organisons également des ateliers dans les pays à revenus élevés, ainsi récemment sur les ponts au Japon. Et des conférences tous les 4 ans, et celle qui vous considérez le plus aujourd'hui, je pense, c'est tenue l'an dernier. Elle s'appelait Surf, sur les caractéristiques de chaussée, qui est un sujet intéressant, mais également, nous avons tenu une conférence internationale sur les tunnels l'an dernier également. Et je ne peux pas ne pas parler des congrès de la route, le congrès mondial de la route. Le prochain se tient dans quelques semaines, quelques mois, à Prague, en République tchèque, avec un programme très riche, des séances ministérielles. Nos comités techniques vont tous présenter les travaux qu'ils ont réalisés pendant 4 ans, et nous présenterons également les articles issus de notre appel à la communication qui a traité de presque 50 sujets et qui a recueilli beaucoup de succès, notamment de pays à revenus faibles et intermédiaires, entre autres. Donc une soixantaine de séances, et c'est un congrès qui va permettre de présenter son travail, de dialoguer avec des ministères, des experts du secteur industriel de toute la planète, et en savoir un petit peu plus sur nos travaux. Enfin, quelques questions clés que nous travaillons de façon transversale dans nos travaux, et je pense qu'elles seront évoquées aujourd'hui. Changement climatique, bien sûr, résilience, donc adaptation, sécurité routière, toujours, qui est la première cause de mortalité au niveau mondial, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, et décarbonation des transports, le tout dans un contexte de système de transport mondial. Merci pour votre attention. Ma présentation s'arrête ici et je crois que les questions seront tout à fait les bienvenues, mais plutôt vers la fin de la séance. Pascal, je te rends la parole. Merci Patrick. Bonjour à tous. Je vais afficher ma présentation. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc la version française du manuel de gestion de patrimoine qui vient d'être publié il y a 2 semaines. À l'ordre du jour de cette réunion, nous allons vous présenter
l'ensemble de ce manuel. Donc, moi-même, Pascal Rossini, je suis secrétaire francophone du comité technique sur la gestion de patrimoine. Mais pour la présentation, je vais faire appel à Jean-Marie Deck, Patrick Lerat, Francis Boivin et Pascal Trottier, que je présenterai plus en détail au moment où ils vont intervenir, mais ils vont chacun présenter une partie du manuel. Et pour illustrer donc, les présentations, nous avons prévu des exemples, et donc Nicolas Leroy va présenter un exemple en Belgique et Hélène Clich un exemple en France. On va revenir dans un instant sur ces exemples-là. Nicolas Leroy interviendra après la présentation de la partie 2 du manuel pour illustrer cette partie 2. Hélène Clich interviendra à la fin pour donner un autre exemple, une autre illustration. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter le manuel de gestion de patrimoine de Piarc, qui a été rédigé par notre comité technique 3.3 sur la gestion de patrimoine. C'est un comité qui est actuellement présidé par Girardo Flinch, mais le travail avait commencé auparavant, avant le présent cycle, et donc le travail avait été présidé à l'époque par Thomas Linder. Thomas Linder qui était président à l'époque du même comité gestion de patrimoine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de notre comité gestion de patrimoine, il y a un sous-groupe qui est animé par Vittorio Nicolosi d'Arco Cocotte, qui procède régulièrement à la mise à jour de ce manuel. Alors, on va vous présenter donc la version en français. La version en anglais avait été publiée déjà il y a quelques temps. Et donc, juste avant de publier la version en français, on a mis à jour la version en anglais. Et puis, on a publié donc une version en français, là, il y a 2 semaines, qui tient compte de ces mises à jour. Donc, le manuel que nous vous présentons, c'est un manuel en ligne, donc accessible sur Internet. Et donc, pour le construire, le construire sur Internet, nous avons travaillé avec Alain Charles du secrétariat général de Piarc, qui nous a construit la structure du site. Pour arriver à une version en français, nous sommes partis de la version en anglais, donc il a fallu la traduire et la relire. Donc Jean-Marie Deck, Patrick Lerat, Pascal Trottier et Francis Boivin ont relu la traduction en français. Ensuite, on a eu une intervention aussi de Constantin Barnea pour les illustrations. Jean-Marie Deck a fait un gros travail de téléchargement d'ensemble des chapitres et la mise au point finale a été faite par Alain Charles du secrétariat général de Piarc. Donc, comment accède-t-on à ce manuel? Par le site Piarc. Quand vous allez sur le site Piarc, vous arrivez là, vous pouvez donc sélectionner dans la rubrique Activités. Dans la rubrique Activités, vous avez les manuels en ligne. Et donc, vous pouvez sélectionner le manuel que vous voulez. Et donc, vous avez la possibilité de sélectionner le manuel de gestion de patrimoine. Vous arrivez sur cette image. Et là, vous avez un lien pour accéder au manuel. Vous pouvez aussi accéder directement au manuel avec le lien qui s'affiche ici. Et quand vous arrivez sur le manuel, tout d'abord, vous arrivez sur cette page de bienvenue. Et donc, à ce stade-là, vous voyez déjà donc, la cible et le contenu de ce manuel, un manuel qui s'adresse aux organisations routières, nationales et locales, quel que soit leur niveau de compétence en matière de gestion de patrimoine. C'est un manuel qui fournit des conseils sur les principes de gestion du patrimoine pour soutenir un entretien efficace des infrastructures routières, qui est, vous en êtes tous convaincus, j'en suis sûr, mais c'est important de le souligner, qui est le bien le plus précieux des organisations routières. Donc ici, vous avez le plan de l'ensemble du manuel qui se décompose en 4 sections, 4 parties, 4 sections. Donc, on va vous les présenter. Il va y avoir donc maintenant 4 intervenants qui vont vous présenter chacune des 4 sections. Pour aller vers les 4 sections, eh bien, vous sélectionnez la première section, c'est gestion que vous sélectionnez à gauche. C'est la partie 1. Vous pouvez ensuite sélectionner données modélisation. Vous avez toute la partie 2 ici. Puis ensuite planification, toute la partie 3. Et puis ensuite, vous pouvez sélectionner application et vous avez toute la partie 4 du manuel qu'on va vous présenter plus en détail maintenant. Donc, c'est bien cela que nous allons faire maintenant. Jean-Marie Deck va présenter la partie 1.
Patrick Lerat, la partie 2, Francis Boivin, la partie 3, Pascal Trottier, la partie 4. Et puis, donc, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, Nicolas Leroy et Hélène Clich vont présenter des exemples. Voilà, donc c'était mon propos introductif. Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Marie Deck. Donc, Jean-Marie, je t'en prie, si tu peux mettre en place ta présentation. Donc, Jean-Marie Deck est directeur de l'expertise technique chez Logiraude en France. Logiraude, c'est une société qui accompagne les agences routières dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructure en France, mais aussi à l'international. Et Jean-Marie Deck est membre du comité terminologie de PIARC. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer tout le travail que tu as fait dans la construction de cette version française du manuel. Jean-Marie, un grand merci. J'en profite aussi pour dire grand merci à tous les intervenants suivants qui ont beaucoup contribué à ce travail-là aussi. Et donc, je t'en prie, Jean-Marie, pour présenter la partie 1 du manuel. Très bien. Merci Pascal. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, très rapidement, effectivement, un manuel parce que l'infrastructure est un des biens les plus précieux, parce que mettre en place une gestion de patrimoine, ça permet une plus grande responsabilité, une plus grande transparence, une utilisation plus efficace des fonds et une plus grande attention aux attentes réelles et la mise en place de solutions plus durables. L'intérêt du manuel, c'est qu'au-delà de fournir des principes, il explique aussi la mise en œuvre et le développement en continu des solutions, et ça dans chaque partie. Donc les quatre parties quelque part, puisqu'il y a cette mise en place et cette amélioration continue, sont des parties qui peuvent se lire et qui peuvent se redécouvrir de façon cyclique, vraiment, avec l'amélioration de la maturité de chaque organisation. Ce qui fait aussi un point fort, je pense, de ce manuel. Le second point fort de ce manuel, c'est qu'il est accompagné de références et d'études de cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, il permet vraiment à chaque organisation, à chaque individu, à chaque acteur, de monter en compétence dans un domaine qui n'est pas inné et qui n'est pas immédiat. Le premier chapitre donc concerne tout l'aspect mise en place d'une gestion de patrimoine. Donc c'est vraiment le terme anglais, c'est la big picture, c'est vraiment le pourquoi. Le pourquoi. Et là-dessus, dans le manuel, vous trouverez quatre parties bien distinctes que je vais vous balayer très, très rapidement. Je n'ai pas j'ai pas l'ambition de résumer tout le manuel, mais juste de vous guider et de vous intéresser aux différentes étapes. Dans la mise en œuvre, la première chose qui est réexpliquée et sur laquelle il faut vraiment être persuadé, c'est que quelle que soit la taille de votre organisation, quelle que soit votre maturité, la mise en place d'un cadre de gestion vous aidera. Et tout le manuel est vraiment là pour vous accompagner dans cette démarche. Le manuel a vraiment des aspects très pratiques qui aident vraiment à se poser les bonnes questions. Et donc, au moment où vous en êtes à mettre en place une gestion de patrimoine, il faut poser les questions sur quel est l'état actuel de votre patrimoine, quels sont les niveaux de service qui en sont attendus, quels sont les éléments essentiels à la maintenance de cette performance. Et une fois que tous ces éléments-là sont statués, vous pouvez rentrer peu à peu dans le raisonnement financier qui est derrière, puisque à terme, l'objectif est bien d'optimiser de façon économique le ratio entre le coût et le gain pour la société des investissements qui vont être faits. Le guide permet aussi pour chaque organisation de se situer, c'est-à-dire de s'auto-évaluer un peu et de comprendre quelles sont ses marges de progrès. Donc tout au long du manuel, vous retrouvez des notions de maturité globale, telle que c'est présenté sur ce tableau, il est disponible dans le guide, mais aussi après maturité par rapport à différents aspects qui peuvent être pris. Et donc c'est encore une fois une aide de progression. Et donc, on passe vraiment d'organisations qui découvrent à peine le sujet, mais encore une fois,
elles sont les bienvenues et rien n'est impossible. Ce n'est pas parce qu'on débute qu'on ne peut pas y arriver, jusqu'aux organisations qui sont beaucoup plus matures dans leur fonctionnement et qui ont pu mettre en place des organisations, des process et des outils, des outils. Voici, donc ça, c'était le cadre global. Le 10e point sur lequel le guide insiste beaucoup initialement, et c'est un point qui, là encore, toujours sur cet aspect cyclique, nécessite un moment d'être revisité, c'est la question de la mise en place d'une organisation. Une gestion durable, pérenne et efficiente doit reposer, doit pouvoir s'appuyer sur une structure d'entreprise, une structure d'organisation, donc quelque chose de structuré avec du personnel compétent, habilité, et il faut un soutien important de sa direction. Ce sont des points qui sont développés dans cette, toujours pareil, dans cette première partie, avec des exemples, avec des études de cas et avec des références qui permettent également, quand vous allez participer à la mise en place, d'avoir des arguments aussi pour valoriser cette démarche et pleinement acquérir l'implication de votre direction. Comme toute démarche d'amélioration, cette démarche, la mise en place d'une gestion de patrimoine peut déboucher ou peut amener à un moment sur des modifications ou des impacts importants sur les organisations. Ce point est abordé, il n'est pas caché, c'est un point qui peut être délicat, mais encore une fois, pris en amont et justement pris dans le cadre d'une organisation, d'une procédure, c'est un point qui est bénéfique pour l'organisation. Ce point-là été également abordé. Et ce qui peut énormément guider donc, sur cette première partie de l'organisation, ce sont toutes les ressources en ligne qui sont fournies et qui sont disponibles. Donc tous les liens sont actifs sur le manuel en ligne. Le troisième point, globalement, c'est de réussir à aligner toutes les parties prenantes sur le pourquoi. Le pourquoi, généralement, va être à définir dans un document de stratégie. Donc, il y a une partie complète qui est dédiée à l'élaboration de ce document. La stratégie, hein, c'est un document clair, concis, de haut niveau. C'est un document qui n'a pas vocation à changer tous les jours, mais qui doit permettre de rassembler et d'aligner toutes les parties prenantes autour de la vision qu'il y a pour le patrimoine d'infrastructure concerné. Les principaux aspects qui doivent être abordés au moment dans ce document et qui sont encore une fois explicités dans le manuel, donc qui est vraiment à ce moment-là une aide pour construire ce document. Alors c'est un document qui est itératif, hein, encore une fois je reviens de nouveau sur cette boucle. C'est vraiment la nécessité d'identifier pour chaque gestionnaire quels sont les besoins, quelles sont les demandes actuelles et les demandes futures, quelles sont les obligations légales et sont-elles respectées. Tout cela permettant peu à peu de figer à la fois les besoins financiers à long terme, le processus de décision d'investissement, comment investirons-nous, quels seront les critères de décision, et d'identifier au sein d'un patrimoine également quels sont les actifs critiques qui nécessitent d'avoir une attention particulière. Donc voilà, c'est vraiment un document qui permet d'organiser et de charpenter la gestion de patrimoine. On se rapproche pour ceux celles ou celles qui connaîtraient, on est très très proche de l'ISO 55000 hein, dans toute cette démarche. Le dernier point, de façon globale, sur cette première partie gestion, c'est ce qui est bien connu, c'est que tout ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc, la nécessité de mettre en place une gestion de la performance. La gestion de la performance qui passe par des explications sur comment avoir une approche systématique de mesure. Il faut mesurer où on en est, il faut estimer où on veut aller, il faut mesurer où on en est dans l'avancement et le comparer à l'avancement qui était prévu, cela permettant de progresser. Pour savoir
jusqu'où l'organisation souhaite progresser, il est nécessaire de fixer des niveaux de service, des objectifs de performance. Et là encore, on en revient à interroger le besoin final euh, de l'organisation et de la collectivité ou de l'État. Donc c'est vraiment une phase qui est itérative, faite d'aller-retour, mais qui, au fur et à mesure, gagne en robustesse, au fur et à mesure de l'amélioration de la maturité de l'organisation, gagne en robustesse. Je passe très vite sur ce sujet de maturité, mais moi je le trouve assez central et vraiment pertinent parce qu'encore une fois, il peut vous accompagner. C'est un manuel qui peut accompagner vos organisations tout au long de leur montée en maturité. Donc à chaque fois, des niveaux de maturité qui permettent de se situer et éventuellement déjà de commencer à se projeter sur les niveaux suivants. Donc, les grandes étapes de la gestion de performance, celles qui sont présentées dans le manuel, hein, documentées et avec des cas d'usage, c'est déjà de mettre en place un cadre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure. Il faut aligner ces mesures sur les objectifs stratégiques qui ont été définis dans la politique. Il faut ensuite élaborer des mesures, définir les objectifs de performance qui sont liés aux objectifs stratégiques et gérer les écarts. Et là encore, on retombe dans cette fameuse roue d'amélioration continue. La gestion des écarts permet du coup de valider ou de modifier les actions. Voilà, ce sont tous ces éléments-là qui constituent la première brique qui dirait un peu la brique au niveau des racines. Si on imagine que c'est un arbre, bah, sans ces racines, le reste, le tronc et les branches après, ont le risque à un moment de diverger et donc d'être moins pertinent. J'en ai fini sur ma partie, les questions seront tout à la fin, donc je vais rendre la parole à Pascal pour présentation de la suite. Oui, merci Jean-Marie. Merci. Merci infiniment. Donc, en effet, s'il vous plaît, on garde les questions pour la fin. Vous les écrivez dans la conversation en ligne. Miguel a mentionné les instructions, donc en fait, de préciser à qui s'adresse la question, s'il vous plaît. On garde les questions, en effet, pour la fin. Merci Jean-Marie. Et donc, on enchaîne maintenant sur la présentation du chapitre 2. Donc, le chapitre 2 sur les données nécessaires pour la gestion de patrimoine et la modélisation. C'est Patrick Lerat qui va présenter cette partie 2. Et donc, Patrick Lerat est directeur de l'ingénierie à Vinci Concessions, donc Vinci Concessions qui gère des autoroutes concédées dans le monde entier. Patrick, pas Jean-Marie, Patrick, je te laisse la parole. Merci Pascal. Donc le chapitre 2 s'intitule Données et modélisation. Il fait partie un peu du tronc, hein, d'après ce que vient de dire Jean-Marie. Donc c'est un chapitre assez volumineux, hein, puisqu'il représente une bonne centaine de pages. Et je vais essayer de vous le résumer en une quinzaine de slides. Donc ça va être assez incomplet, assez synthétique. Et bien évidemment, toute l'information se retrouve sur le site web. Quand on parle de données modélisation, hein, donc ce sont des éléments très importants dans la gestion des actifs. Hein. Les routes, les ponts et les autres actifs de transport ne durent pas éternellement. Ils ont une durée de vie limitée qui est affectée par le niveau de trafic, hein, en premier, et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus par les impacts environnementaux. Donc, afin de gérer efficacement les actifs de transport, hein, il est donc nécessaire de disposer d'un inventaire complet des actifs à modéliser. Ensuite, une fois que cet inventaire est établi, il faut déterminer donc l'état du bien. Une fois que ces informations sur l'état du bien sont collectées, ces données peuvent alors être utilisées pour modéliser la performance du bien afin de prévoir son état futur. Et cela permettra de planifier et de budgétiser les futurs traitements d'entretien et de réhabilitation afin de gérer l'actif de manière optimale. Donc, on va détailler cela à travers les 5 sous-sections de cette présentation et qui correspondent aux 5 sous-sections de ce chapitre. Hein. Donc, le premier, ça sera inventaire et état. Le second, monitoring de la performance. Le troisième aura trait au risque. Le quatrième, à la planification du cycle de vie. Et le cinquième, là, je l'ai mis en rouge. Hein, donc, c'est un chapitre nouveau, hein, dans le manuel. Et il a trait à la résilience. Donc, le premier sous-chapitre, donc ça va être l'inventaire et l'état. Donc, les données collectées doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants qui sont listés sur cette diapositive.
Tout d'abord, donc, il faut pouvoir fournir les informations nécessaires pour soutenir l'approche en matière de gestion des actifs. Ensuite, il faut pouvoir décrire l'actif et ses performances. Il faut pouvoir fournir la base de prise de décision éclairée. Faciliter la communication avec les parties prenantes, qui sont un volet assez important dans cette gestion d'actifs, puisqu'on a toujours des utilisateurs de nos infrastructures. Permettre l'évaluation et la gestion des risques, donc ça sera toujours des données d'entrée. Soutenir la gestion des exigences réglementaires. Et enfin, soutenir l'amélioration continue, qui sera un cercle vertueux qu'on va essayer de mettre en place. Alors, de quelles données parle-t-on? Donc, dans le monde actuel, là, des big data et des données, donc on est un peu submergé par la donnée, je dirais. Et je dirais que l'objectif premier est de recueillir en fait les bonnes données qui nous permettront de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis et aider l'organisation routière à prendre les bonnes décisions. Donc, sur ce tableau, donc, sont résumés les principaux actifs tant linéaires que ponctuels. Donc, pour les actifs linéaires, on parle bien évidemment de la chaussée et du corps de la chaussée, pas simplement l'état surfacique de la chaussée. Ensuite, on va parler des équipements de sécurité, dispositifs de guidage. Il y a toujours le drainage qu'on oublie un peu, mais quand même aussi très important, marquage des chaussées et les équipements de bord de route qui sont donc tous les équipements qui sont linéaires donc sur nos infrastructures. Et à côté de cela, donc on a d'autres actifs qui sont plus ponctuels. C'est quelques mètres ou quelques centaines de mètres sur un linéaire. Et là, c'est principalement les ouvrages d'art, bien évidemment, et les ouvrages géotechniques qui peuvent être des murs de soutènement de grande hauteur, etc., etc. Et ensuite, on a une liste qui est indiquée là d'autres éléments ponctuels qu'il faut également prendre en compte. Alors, une fois qu'on a identifié ces données, la deuxième question, c'est comment on va pouvoir venir en fait collecter les données par rapport à ces actifs. Donc, au cours de ces dernières années, la collecte de données a montré une tendance à l'automatisation, à l'informatisation, à la numérisation. Donc, je dirais qu'on s'est un peu éloigné des tablettes avec le crédit relevé avec un crayon et une tablette pour passer à des objets beaucoup plus automatisés. Donc maintenant, on a énormément de types de technologies qui sont disponibles. Donc par exemple, pour faire des inspections de pont, on a des drones qui sont à disposition. On a des appareils pour mesurer le profil de surface. On a des déflectomètres à poids tombant, donc des FWD pour mesurer la capacité structurelle de la chaussée. On peut déterminer la résistance au roulement, l'adhérence de surface. On a tout ce qui est LIDAR qui nous permet de cartographier les équipements et les caractéristiques des bords de route. On a des radars à pénétration de sol, donc les GPR pour déterminer l'épaisseur des couches. Donc maintenant, on a une très large panel de matériel, très automatisé, et avec l'informatique et la puissance numérique, donc on arrive à avoir des très bonnes données numérisées. Donc sur cette diapo à gauche, là vous voyez, donc c'est l'exemple d'un appareil d'auscultation numérique. Donc c'est maintenant ce qui est largement proposé aux gestionnaires. Ou sur un même engin, donc on va avoir une foultitude de capteurs et un seul passage généralement dans le trafic à 60 km/h, voire plus, nous permettent d'obtenir des données et de très grande qualité. Un des résultats est représenté en haut à droite, donc c'est une analyse de données qui montre la gravité de fissures sur une chaussée. Donc ça, c'est des choses que maintenant on a classiquement à notre disposition. Et la dernière image, c'est de la thermographie infrarouge d'un tablier de pont qui permet d'identifier les fissures ou les vides horizontaux. Alors, dans ce premier sous-chapitre, il y a 3 études de cas. Donc, la première étude de cas, c'est une étude de cas qui nous a été proposée par la Malaisie. Le deuxième provient du Chili et le troisième cas provient de l'Agence flamande des routes et de la circulation. Donc là, j'ai mis une petite image de ce que vous trouverez dans le manuel par rapport à ces 3 cas d'études qui sont très bien documentés et qui servent vraiment d'illustration à tout ce qui peut être écrit dans ce sous-chapitre. Le second sous-chapitre, donc ça va être le monitoring de la performance. Donc la mesure de la performance actuelle permet de comparer la performance réelle et la performance attendue en identifiant les écarts existants. C'était un peu ce qui était présenté par Jean-Marie dans sa première partie. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire ce monitoring de la performance? Donc,
Il faut pouvoir mesurer donc, des niveaux de services réels fournis à la clientèle par rapport au niveau souhaité. Hein. Donc, on s'engage souvent sur ce qu'on appelle des KPI, hein, des critères de performance. Il faut qu'on les atteigne, donc il faut les mesurer, il faut les manager. Ça permet également d'avoir des informations pour démontrer la réalisation des objectifs stratégiques, hein, pour dire que le process en place fonctionne bien. Il permet de fournir des informations aux clients, hein, sur des notions de disponibilité, de temps de parcours, etc., etc. Identifier des domaines à améliorer, donc ça c'est important, hein, quand on n'est pas en ligne, il faut qu'on essaie de s'améliorer. Ça nous permet également de réaliser des analyses comparatives entre autres organisations, hein. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup d'organisations qui se comparent à leurs pairs pour savoir s'ils sont meilleurs ou moins bons, et surtout pour chercher des axes d'amélioration sur les points qui pourraient être les plus faibles. Et enfin, ça permet également de contrôler la performance des prestataires de services, hein, pour voir s'ils rendent bien les services au niveau pour lesquels on attend leurs prestations. Alors, lors du processus de suivi, hein, donc c'est tout un processus qui est mis en place pour suivre cette performance. Hein, donc, on analyse les écarts donc avec les examens de la performance et l'étalonnage des performances. Et ça nous permet de déterminer les actions à mettre en œuvre si les performances actuelles sont inférieures aux exigences de l'organisation, ou si des moyens pour améliorer l'efficacité et l'efficience de gestion des actifs sont identifiés. Donc, on peut être toujours meilleur, je dirais. Hein. Donc, on rentre dans un cercle vertueux. Hein. Donc, ce processus passe par des revues régulières de suivi de la performance. Donc, de façon générale, quand on reprend, enfin là, je parle un peu en tant que concessionnaire, quand on reprend une opération, c'est très, très régulièrement, tous les mois quasiment au départ. Et ensuite, on espèce quand on arrive sur un régime pérenne de performance. Et deuxième point très important, c'est la mise en place de plans d'action, hein, qui permet de déclencher des actions préventives quand on voit qu'il y a des problèmes récurrents qui apparaissent, ou des actions correctives quand malheureusement le mal est déjà fait et qu'il faut le corriger. Donc il y a bien cette notion de plan d'action régulier, revue de la performance, plan d'action, et tout ça alimente un cercle vertueux d'amélioration. Bon, le reporting, hein, sur cette diapositive, c'est un exemple de reporting, un tableau de bord, hein, de suivi. Donc, les mesures de la performance, ça doit être résumé et rapporté. Ça peut être résumé et rapporté de plusieurs manières. Donc là, c'est un exemple avec des petits cadrans. Il faut tenir compte des éléments suivants quand on fait du reporting. Il faut montrer l'alignement des mesures avec les résultats et les objectifs stratégiques. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a des pourcentages qu'ils affichent par rapport au maximum qu'on attend, et on arrive à identifier des écarts. Il faut également présenter les informations dont le public a besoin, et surtout, il faut bien tenir un nombre de mesures gérables. Il ne faut pas avoir des tableaux de bord avec 50 cadrans, puisqu'on n'arrive plus à identifier ensuite les éléments essentiels. Donc, dans ce sous-chapitre, il y a une étude de cas, hein, qui vient d'une concession d'autoroute au Canada, et où ils suivent la régularité de la chaussée. Hein. Donc là, on parle d'IRI sur une chaussée. Donc, c'est un très bon exemple sur cette partie performance. Le troisième sous-chapitre, hein, concerne le risque. Donc là, on rentre un peu dans le cœur du sujet. Hein. Donc, première question, comment est défini le risque, hein? Donc, le risque peut être défini comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Et en fait, ça correspond à la probabilité que ce risque apparaît multipliée par la conséquence. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la littérature sur la définition du risque concernant nos assets. Et il y a un point à noter, c'est que ce risque, il peut être positif ou négatif. Hein. Donc on peut avoir les risques négatifs, ça, on les a tous en tête. Il peut y avoir des risques positifs, hein, que les organisations doivent essayer de valoriser, et pour générer en fait des améliorations de performance. Donc, ce n'est pas uniquement négatif. Et ça doit être intégré donc à la gestion du risque. Donc, intégrer la gestion du risque, ça va nous permettre de répondre aux questions qui sont présentées ici. Hein. Quels sont les risques pour mes biens? Quels sont les actifs essentiels? Quel est le risque au niveau du projet? Quels sont les risques patrimoniaux pour l'entreprise? Quels sont les risques liés aux actifs? Quelle est la stratégie de tolérance au risque? Quelle est la tolérance au risque au niveau de l'entreprise? Quel est le coût pour maintenir mes actifs à des niveaux de tolérance acceptables au risque? Qu'est-ce que l'écart de risque des actifs financiers? Et enfin, quelle est la stratégie d'atténuation des risques?
En préparant cette présentation, je vous cache pas que j'avais un peu en tête le pont de Gênes, hein, qui est quand même un événement catastrophique qui illustre, enfin qui malheureusement permet d'illustrer un certain nombre de points de cette présentation. Les actifs critiques, donc ça va être aussi un point important, hein, donc c'est ceux qui sont essentiels pour soutenir les besoins sociaux et commerciaux de l'économie locale et nationale, hein. Donc ces actifs ont une forte conséquence en cas d'indisponibilité, mais pas nécessairement une forte probabilité de rupture. Donc un actif critique, ce n'est pas celui, entre guillemets, qui risque le plus de se dégrader et d'être inutilisable, hein. C'est vraiment celui qui a une conséquence très forte en cas d'indisponibilité. Donc, ils doivent être identifiés séparément et souvent, on fait des évaluations plus en détail de ces actifs critiques, hein. On met un peu un warning sur ces actifs et on manage leur surveillance de plus près. Les risques les plus courants qui affectent nos services routiers, hein, c'est bien évidemment la sécurité. Mais ce n'est pas seulement que la sécurité, hein, donc il y a un large éventail d'autres risques, hein, comme la réputation, hein. Donc la réputation, c'est très très important pour des entités. Une réputation, ça, comme on dit, ça met des années à se bâtir et ça met quelques heures pour se détruire, hein. Donc malheureusement, des accidents peuvent très vite détruire une réputation. Donc ensuite, on peut avoir la perte ou la détérioration de biens, la réduction ou la rupture de services, les problèmes opérationnels, les problèmes environnementaux et les risques financiers. Alors, comment traiter le risque? Alors, ce qui est proposé dans le manuel, c'est une étape de prise de la décision qui est ce qu'on peut appeler les 5 T. Donc, il s'agit de traiter la cause du risque, de le tolérer et de l'inclure dans sa réflexion, hein, si on n'est pas capable de le traiter, de terminer, donc si une situation à risque, hein, c'est-à-dire de la supprimer quelque part, de transférer le risque, hein, donc ça c'est aussi une possibilité, ou bien de tirer profit du risque, bon ça c'est aussi une autre étape. Donc les étapes de gestion des risques, hein, s'inscrivent dans le contexte d'une communication et d'une consultation permanente, hein, associée à un contrôle continu et un examen continu. Donc, il y a beaucoup d'organisations, hein, qui font des focus très particuliers sur les ouvrages à risque et quelle serait la répercussion en cas de défaillance d'un de ces actifs identifiés. Quatrième sous-chapitre, donc là, on va parler de cycle de vie, hein, donc ça s'appelle aussi souvent analyse du cycle de vie, ACV en français. Donc, la planification du cycle de vie permet aux gestionnaires de bien évaluer leurs décisions d'un point de vue durable et orienté vers l'avenir. Donc, il existe différentes méthodes et solutions pour planifier les futures activités de maintenance sur différents types d'actifs. Et la planification du cycle de vie peut être considérée comme l'état de l'art pour trouver les solutions d'entretien les plus efficaces et les plus adéquates. Donc, les objectifs, hein, sont rappelés donc, sur la slide sur ces 6 points, hein. Donc, c'est identifier les investissements à long terme pour les infrastructures routières et développer une stratégie d'entretien appropriée. Prévoir les performances futures du patrimoine d'infrastructures routières pour différents niveaux d'investissement et différentes stratégies d'entretien. Déterminer le niveau d'investissement nécessaire pour atteindre les performances requises, hein. Donc, les performances requises, c'est souvent des performances contractuelles, hein, qui engagent l'organisation et qui nécessitent souvent des investissements. Déterminer les performances qui seront atteintes pour un financement disponible ou l'investissement futur, hein. Donc ça, c'est un peu un autre versant, hein. C'est quand on a seulement une enveloppe financière disponible, qu'est-ce qu'on peut faire comme optimisation des investissements pour trouver l'optimum. Soutenir la prise de décision, justifier l'investissement dans les activités de maintenance et démontrer l'impact des différents scénarios de financement. Et enfin, minimiser les coûts tout au long du cycle de vie, tout en maintenant les performances requises. Je vais te demander de rapidement terminer la présentation, Patrick, pour Je vais très approfondir. vite. Donc ici, vous avez la planification du cycle de vie, hein, donc tout au cours de la vie d'un actif, hein, de la construction jusqu'à l'élimination. Ici, vous avez la stratégie de maintenance. Donc là, on parle souvent de VAN, hein, qui est la valeur actualisée nette, hein. Donc là, on vient faire des prévisions sur le futur des différents coûts d'entretien
Et ça nous permet de choisir les stratégies les plus optimales en fonction de la durée de vie de l'asset. Et le dernier point sur lequel je vais quand même prendre 1 minute, Pascal, si tu me l'accordes, c'est la résilience. Donc la résilience, c'est un nouveau chapitre. Donc comme l'indiquait Patrick Maléjac en début de propos, donc c'est vraiment transverse dans beaucoup de groupes de travail de PIARC. Donc comme c'est représenté à droite, c'est une des clés dans la gestion du patrimoine, donc la gestion de la résilience. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on appelle la résilience? Donc on trouve plusieurs définitions. Donc moi, j'en ai retenu essentiellement 2 et c'est ce qu'on retrouve dans le manuel. Donc la capacité à maintenir la fonctionnalité en cas de perturbation ou de scénario de détérioration. Et le deuxième, c'est le temps et les ressources nécessaires pour rétablir le niveau de performance après perturbation. Donc, c'est ce qui est représenté sur ce graphique qui est assez classique. Donc, on a une phase de dégradation qui correspond à un événement négatif. Donc, on a notre performance qui chute. Dans ce cadre-là, de 100 à environ 40. Ensuite, on a une période de fonctionnement dégradée qui apparaît. Et ensuite, c'est cette phase de rétablissement. Et pour gérer en fait cette phase de rétablissement, donc beaucoup de chercheurs considèrent que la résilience est constituée de 4 facteurs qui contribuent à leur niveau. Donc le premier, c'est la robustesse la robustesse qui a la capacité à résister aux dommages causés par une catastrophe. Le second, c'est la redondance qui permet de trouver des solutions alternatives lorsqu'on a un problème qui apparaît. La troisième, c'est l'ingéniosité qu'on associe avec la vitesse de rétablissement, qui correspond à cette phase C sur ce diaporama et qui nous permet de retrouver au plus vite la phase de rétablissement et surtout le niveau de performance attendu, voire supérieur, selon les cas. C'est ce que vous trouverez dans le manuel. On peut aller au-delà de ce qu'il y avait précédemment pour anticiper éventuellement un futur sinistre. Voilà Pascal, j'ai accéléré sur la fin. C'est très bien. Veuillez m'en excuser et donc merci pour votre attention. Merci Patrick, c'est très bien, très, très précis, très détaillé, merci beaucoup. Et donc effectivement, le dernier chapitre là sur la résilience, c'est un nouveau chapitre qui a été rajouté dans la version en anglais aussi il y a 3 semaines. C'est le fruit du travail de notre cycle. Et donc c'est d'intégrer la résilience dans la gestion de patrimoine. Et donc, ça fait partie d'un exemple de mise à jour en continu de ce manuel. Merci beaucoup, Patrick. Je propose que tu arrêtes le partage. Et donc, maintenant, c'est Nicolas Leroy qui va intervenir. Donc, Nicolas, je t'invite à lancer ta présentation. Nicolas Leroy travaille au service public de Wallonie, en Belgique, service public sur la mobilité et les infrastructures. Il est directeur asset management, directeur gestion de patrimoine. Et donc, j'espère que ça va marcher. J'ai l'accès de partage bloqué à présent. D'accord. Tu as un problème de partage? J'ai un problème de partage. Ok, tout à l'heure, quand on a fait l'essai, ça marchait. Pourquoi est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Je finis de te présenter en tous les cas. Donc, tu es membre du comité sur la gestion patrimoine de PIARC, comme Patrick Leroy qui vient d'intervenir. En fait, j'ai oublié de le préciser. Et donc, tu vas nous présenter des exemples d'applications en Belgique, en Wallonie, sur l'inventaire du patrimoine par mobile mapping, et puis un exemple de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Pour ce faire, il faut arriver à lancer ta présentation. Oui. Non, mais ça ne marche pas. Pourquoi je me dis que mon navigateur maintenant me bloque le partage. Je vais. Bon. Eh bien. Je vais peut-être quitter et revenir, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. On va, parce que si je partage la présentation, tu ne la vois pas, c'est ça le problème, je crois. Non, je voyais la précédente, donc on peut essayer comme ça, effectivement. Est-ce que tu vois la présentation? Est-ce que tu vois la présentation, Nicolas? Oui, tout à fait. OK. Bon. Merci pour cette présentation. Désolé un petit peu pour les difficultés techniques. Pourtant, on avait fait un petit essai avant le webinaire.
Voilà, moi je vais simplement vous présenter un cas pratique de quelques aspects seulement qui ont été explicités par Patrick précédemment. Qui, pour la première partie, sont vraiment dans le chapitre données et modélisation, et donc c'est vraiment le cas pratique de comment est-ce que le SPOE s'est outillé pour améliorer finalement la connaissance de ses actifs le long de son réseau routier. Et donc c'est un exemple d'outil de cartographie mobile ou de mobile mapping, et qui sera un petit peu présenté pour vous montrer comment on a réalisé une série d'inventaires. Et en deuxième partie, nous parlerons du projet qui vient dont on vient de terminer le déploiement. C'est un cas pratique et on va vous présenter la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, donc une application qui a été mise au service de nos districts qui assurent l'exploitation et l'entretien de leur réseau, du parc dont ils ont la gestion. Ok, on ne t'entend pas bien, Nicolas, je précise. Tu peux couper ta caméra peut-être pour voir si ça passe mieux. Comment? Tu peux couper ta caméra pour voir si ça passe mieux, j'espère. Donc, la première partie, l'utilisation du mobile mapping. Je vais pas rentrer très fort dans les détails techniques, mais donc on a trois parties. Le SPOE via marché, on a retenu la suite outils de chez Imagine, qui est constituée d'une part un capteur que vous voyez sur la droite, c'est une caméra avec également un secteur de positionnement GNSS avec une plateforme inertielle, et c'est elle qui prend les prises de vue. En deuxième partie, c'est l'aspect logiciel de traitement, et donc c'est avec ce logiciel qu'on va traiter les images géoréférencées que l'on a acquises pour pouvoir justement faire un certain nombre de relevés et de calibrer également le référentiel. En troisième lieu, il y a un outil de partage et de diffusion qui permet de facilement mettre à disposition, un peu à l'instar de Google Street, les images du réseau, mais avec le bénéfice d'avoir la corrélation avec notre propre référentiel. Voilà, merci Pascal. Tu peux passer au slide suivant. Donc, les différentes étapes, vous voyez en haut à droite dans l'image, on positionne la caméra sur les véhicules de notre flotte, et ce sont les gardes-routes qui connaissent très bien le réseau et donc le parcours dans les deux sens, et sans beaucoup d'impact sur leur conduite, parce que voilà, une fois que c'est lancé, ils conduisent à vitesse de trafic, il n'y a pas de besoin de réduire sa vitesse ou quoi que ce soit. Et l'idée a été de couvrir donc les 41 districts qui composent le partage du territoire wallon pour couvrir les 8360 km de réseau routier que nous gérons, parmi lesquels il y a 1200 km de domaines autoroutiers. Une fois qu'on a toutes ces images, il faut les post-traiter. Alors, on les fait progressivement district en district. Pourquoi les post-traiter? Pour corriger un petit peu les positionnements aussi. Et donc, ça implique pas mal d'espace de stockage. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on met en œuvre ce type de projet. Ensuite, donc, dans la partie inférieure de l'image, vous voyez une vue du logiciel de traitement qui permet de travailler sur le référentiel et également d'inventoriser finalement tous les actifs que l'on souhaite inventorier. Donc ici, nous sommes partis sur la signalisation verticale, et donc on a inventorié l'ensemble des panneaux le long de notre réseau routier. Pour vous donner une petite idée, mais c'est très, voilà, c'est un petit peu empirique malgré tout, donc on avance à quelque chose de l'ordre de 100 panneaux avec son support par heure en termes d'utilisation du logiciel.
Ok. Je vais te presser un petit peu, s'il te plaît, Nicolas, pour qu'on avance. Oui, j'avance. Donc là, juste simplement la dernière partie, là vous voyez les images référencées avec les bornes de notre réseau. Et donc ça permet de partager les images du réseau avec l'ensemble de l'organisation. Voilà. Oui, simplement, voilà, en termes de bilan par rapport à cet inventaire, on en est à 108 000 panneaux, 70 000 supports, et donc c'est 50% de complétude. Tout ça réalisé finalement avec une équipe en centrale de l'organisation. Un petit slide simplement pour évoquer que ce même système peut être utilisé pour diagnostiquer aussi l'état de la chaussée. C'est quelque chose que nous regardons en ce moment aussi. Mais c'était juste voilà, en option. Simplement quelques mots alors sur la deuxième partie, donc, où on a implémenté une GMAO. Donc là, on est également un petit peu dans les données parce que ça permet surtout d'améliorer finalement l'efficience de nos services d'entretien et d'exploitation. Pourquoi? Parce que ça facilite la gestion de l'ensemble des actions que les districts ont à mener, notamment l'organisation de leurs équipes de travail et des commandes à passer sur les marchés de maintenance. Et donc, on peut suivre les ordres de travail, les interventions, on peut suivre l'ensemble des signalements et donc on peut améliorer la planification de la maintenance préventive et conditionnelle et curative sur le réseau. On a retenu une solution là qui est une solution homogène. Simplement pour faire le lien avec la première partie, donc on a récupéré l'ensemble du patrimoine qu'on a relevé avec le mobile mapping pour l'intégrer à GAP, qui est le nom du projet de cette GMAO. Oui, Pascal, tu peux changer. Et voilà, quelques illustrations pour vous montrer. Donc, on découpe le territoire dans les districts. Chaque district est responsable de son propre réseau et de son propre patrimoine. Et donc là, vous avez un écran où on illustre un panneau avec sa localisation, mais c'est quelques éléments d'attributs correspondant à chaque actif et le système permet de recenser non seulement la signalisation verticale, mais les avaloirs, d'autres équipements routiers, les glissières de sécurité, les passages piétons, etc. L'autre grosse partie de la maintenance, c'est finalement les actions. Donc là, il y a tout un processus en district, depuis tout signalement sur n'importe quel patrimoine jusqu'à sa réparation. Donc, ça permet de numériser, de centraliser et de mieux organiser la réalisation de l'ensemble des interventions pour maintenir le réseau dans un bon état de sécurité et d'exploitation. Et donc, c'est ce processus qu'on met en œuvre. Oui, Pascal, je peux avancer. Au travers de l'application, vous voyez simplement quelques images où on voit de manière géolocalisée un heure de travail sur un pôle à Port-Lambé, dans ce district d'Anderlecht. Voilà. Évidemment, dès le moment où on a ce genre de système de suivi, c'est très intéressant parce qu'on peut faire toute une série de tableaux de bord et suivre toute une série d'indicateurs, que ce soit sous forme de chat, sous forme de nombre de signalements non encore résolus, le nombre de patrimoine, enfin voilà. Tout ce qui est consigné dans le système, on est en capacité de le monitorer. Oui, tu peux avancer et donc assez facile via les tableaux de bord pour revenir sur les tableaux opérationnels. Oui. Simplement, ça permet également à l'échelle de l'organisation d'avoir une vue sur l'ensemble de l'activité avec la gestion, une vue sur le nombre de signalements par semaine. Là, on voulait monitorer l'avancement dans le déploiement et avec une caractérisation du type de signalement, c'est juste pour donner une idée de ce qu'on peut suivre comme indicateur. Merci. Et voilà pour terminer la présentation, simplement pour vous donner une idée de l'aspect pratique des choses. Donc, une fois le marché notifié, donc on a eu un processus de développement et de customisation de la solution qui a duré 20 mois, avec une mise en production qui a démarré fin d'année passée et on a à présent formé et déployé l'ensemble des districts sur une période de 6 mois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est un exemple qui illustre bien
comment collecter les données, comment les gérer, et comment avoir un beau tableau de bord aussi de suivi. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer donc maintenant à la partie 3. Francis, je t'en prie, tu peux afficher ta présentation. Donc, on va présenter maintenant la partie 3 du manuel. C'est Francis Boivin, qui est directeur général de la gestion des projets routiers et de l'encadrement en exploitation au ministère des Transports du Québec, qui est aussi membre du comité technique 3.3 sur la gestion de patrimoine à Piarc. Francis, je t'en prie. Merci Pascal, vous m'entendez bien? Ça va Très bien. Super, génial. Donc, au niveau de la partie 3, la planification, on va faire un survol de 4 volets aujourd'hui. Donc, je m'en disais ce matin, désolé, au Québec, il est très tôt, donc on va couvrir 4 volets. Donc, le plan de gestion du patrimoine, ce qu'on appelle le PGP, la planification financière, un bref survol. On va discuter de la valorisation des actifs et de la programmation des ressources. Donc, d'entrée de jeu, ce qui est important au niveau de la planification, c'est d'avoir ce fameux plan de gestion du patrimoine, donc qui n'est ni plus ni moins un plan d'affaires en gestion des infrastructures. En général, ce genre de plan-là est itératif, donc ce n'est pas nécessairement obligatoire d'attendre d'avoir l'ensemble des réponses à toutes les questions pour se donner un plan. Il faut commencer, il faut le faire en fonction du contexte de l'organisation. C'est sûr qu'au départ, il faut se poser des questions comme quel est le niveau de service qui est requis pour les usagers, comment fait-on pour savoir si la mission est accomplie au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on a une idée précise de l'ensemble de nos infrastructures que l'on doit gérer, donc en termes de valeur, en termes d'état, en termes de risque? Et aussi également, est-ce qu'on a des options élaborées pour des programmes de modernisation et de préservation? Et est-ce qu'on appréhende de la croissance au niveau de l'utilisation? D'entrée de jeu, on disait que les routes de présentement étaient plus en mode de décroissance, mais tout de même, dépendamment de votre réalité, il peut y avoir des changements au niveau de l'utilisation. Donc, il faut se poser des questions-là quand on parle du plan de gestion du patrimoine. Au niveau des bonnes pratiques, là, honnêtement, je vais faire un survol parce qu'on manque un peu de temps, mais je vais aller sur des messages importants. Il faut s'assurer d'avoir un soutien très, très, très fort au niveau de l'ensemble de l'organisation et surtout au niveau des autorités. Sinon, c'est quelque chose qui est vain et qui ne sera pas utilisé. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'ensemble de l'organisation soit aligné en fonction de ce plan de gestion du patrimoine-là. Idéalement, assez rapidement, on tente de mettre des éléments de performance, on parle de risque, s'assurer qu'on a des principes de durabilité dans notre PGP et également, ce qui est surtout très important, ce qui est une clé de succès, s'assurer que le PGP nous amène vers un processus d'allocation des ressources. À qui ça s'adresse? Bien évidemment aux décideurs, au personnel gestionnaire des routes pour l'ensemble de l'organisation et finalement aussi, ça permet d'avoir des discussions avec les parties prenantes, donc d'expliquer comment la planification est faite là, avec les différentes parties prenantes. En termes d'implantation, rapidement, il faut avoir ça nous permet d'avoir des bases sur l'allocation des budgets et également, ça permet d'apprécier la gestion des actifs dans un contexte qui peut être plus large sur les besoins d'entretien plus réguliers, la planification, les ressources, etc. Comme je disais d'entrée de jeu, il y a dans la création d'un PGP, ça peut être très long, ça se fait sur plusieurs années. Il y a plusieurs étapes à franchir et toutes ces étapes-là ne sont pas obligées d'être franchies pour commencer. L'objectif, c'est de commencer tranquillement et éventuellement acquérir une certaine maturité. Une chose est certaine, puis Patrick en a parlé plus tôt, là, il y a une importance associée à l'inventaire du patrimoine. Donc, si on veut avoir un bon PGP, il faut rapidement mettre de l'effort en termes d'inventaire. Donc, on va se créer des bases de données, minimalement avec des chaussées et des ponts, et s'assurer que cet inventaire-là est mis à jour régulièrement. Donc, ça, c'est la première étape. Par la suite, on va tomber dans des enjeux d'évaluation de performance, d'identifier des besoins d'entretien, évaluer l'état des infrastructures de manière régulière et surtout normée. Donc, on veut s'assurer que tout le monde apprécie les infrastructures de la même manière. Et par la suite, bien évidemment, plus on gagne en maturité de connaissances, on va se donner des points d'échec économiques et des points d'échec des capacités au niveau des infrastructures. Pour l'étape 3, on en a parlé aussi, Patrick en a glissé un mot plus tôt dans la présentation. Donc, on va parler de la durée de vie. Donc, encore une fois, tout ça est en fonction de vos types d'ouvrages, en fonction de vos types de conception. Mais c'est important de bien déterminer à quel moment il y aura des défaillances importantes associées à une réhabilitation qui est souvent à coût très élevé ou qui a très haut risque. Donc, c'est important de déterminer ça par type d'actif. Et là, évidemment, plus on continue en termes d'étapes, voilà, on va se donner des moyens d'évaluer donc le cycle de vie, donc déterminer les coûts de cycle de vie et de remplacement pour prendre des décisions éclairées. Et là, je vais faire vraiment un survol là, dans les étapes là, qui viennent vraiment avec plus de maturité. Donc, on va essayer de déterminer les demandes futures, déterminer le risque commercial
Là, on va tenter d'optimiser les investissements par la suite, d'exploitation et de maintenance. On va aussi travailler sur l'optimisation de l'investissement en capital. Et là, on va aller dans les stratégies de financement et finalement, vous voyez l'étape 10, documenter le plan de gestion du patrimoine. Dans les faits, cette étape-là commence à l'étape 1. On va toujours documenter, mais on veut finaliser et rendre public le plus possible les informations du PG. En termes de planification financière, il y a une seule diapo, c'est très naturel. Donc, on détermine nos coûts de travaux, on détermine les priorités de financement parmi les différents types d'actifs. Et après ça, on va évaluer l'impact de nos investissements, de la valeur des actifs sur l'ensemble du patrimoine. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel là, que certains vous êtes à l'aise avec. On va prendre un peu plus de temps pour la valorisation des actifs. Donc, ça, c'est une étape qui est quand même cruciale quand on parle de gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce que ça influence les décisions d'investissement des décideurs à haut niveau. Donc, quand on vient expliquer que l'ensemble du parc peut valoir plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars, par exemple, bien, ça peut avoir, ça fait en sorte que les gens nous écoutent. Donc, il y a plusieurs avantages. Ceci dit, c'est important de le faire de façon méthodique en fonction de certains niveaux. Donc, on va parler de type d'actifs, on va parler de groupe d'actifs et ensuite de composantes. Dans le manuel, vous avez plusieurs exemples qui sont montrés. Ici, je vous montre évidemment le B.A.B.A. au niveau des routes. Donc, par exemple, on va parler du type d'actif la route, le niveau, le groupe d'actifs dont on venait chercher des groupes d'actifs qui sont distincts. Donc, par exemple, chaussée souple et chaussée en béton rigide. Et par la suite, on va venir ici au niveau du niveau 3, venir détailler l'ensemble des composantes des 10 actifs. Donc, par exemple, on va parler de la la couche de chaussée, les réserves centrales, les travaux de terrassement, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se donner une structure qu'on va venir valoriser, on va venir amener une valeur à l'ensemble de ces composantes. Donc, maintenant, comment on y arrive? Bien, chaque organisation, en fonction de sa maturité, va venir se donner des règles, des bases par rapport à ce qu'ils veulent considérer dans la valeur de l'ensemble de leurs actifs, en fonction des informations qu'ils ont, évidemment. On va venir coller ça à l'inventaire de nos actifs, évidemment sur une base de coûts unitaires d'actifs en tant que tel, ce qui va nous donner des coûts bruts de remplacement, des coûts initiaux, si on peut dire. Et ça, on peut le faire même si l'infrastructure est déjà existante. On peut quand même se donner des règles pour se donner une valeur initiale. Ensuite, périodiquement, on va venir travailler sur cette valeur-là, puis on va venir regarder en termes d'amortissement et surtout de détérioration ou d'évolution de l'État, comment ces infrastructures-là ont, de manière générale, perdu de la valeur. Ceci dit, des fois, ils peuvent gagner de la valeur en fonction de l'inflation, mais vous comprenez, l'objectif, c'est de venir apprécier l'évolution du parc en termes de valeur. Finalement, ça nous amène à un coût de remplacement qui est déprécié et de façon périodique, pour les décideurs, on vient produire des rapports de valorisation. Maintenant, l'autre volet, la programmation des ressources, on en a parlé plus tôt lors du webinaire. Il existe des niveaux de maturité pour chaque organisation, donc il faut le faire en fonction de votre niveau. Par exemple, le niveau basique, on va venir surtout focuser sur une notion de programmation annuelle, sur des applications d'outils d'analyse. Et plus on va avancer en termes de maturité, on va venir travailler sur des fonctions de programmation de programmes pluriannuels et éventuellement même d'optimisation des programmes quand on a l'ensemble d'informations et les outils pour les analyser de façon efficace. La programmation des ressources a 4 grandes fonctions, comme détaillé dans le manuel. On va regarder les 3 premières. La préparation et l'optimisation des programmes annuels, c'est quelque chose qu'on ne couvrira pas rapidement aujourd'hui, mais l'idée, c'est de vraiment travailler sur discuter des 3 premières fonctions. Donc, quand on parle d'identification des projets éligibles et la préparation des sous-programmes pour chaque classe d'actifs, on en a parlé tantôt, chaussée, pont, etc. Donc, l'important, c'est d'être en mesure de se donner les moyens d'apprécier les options d'entretien, de mettre en commun l'état des actifs, les connaissances locales, les besoins des parties prenantes, les travaux sur les actifs, évidemment, les besoins, les réclamations d'usagers et les objectifs de l'organisation, ce qui nous amène à la création d'un sous-programme initial par type d'actifs, comme c'est écrit là. Par la suite, on va tomber en priorisation, optimisation d'un programme pluriannuel. Et là, on va avoir des estimations budgétaires, des critères d'optimisation pour chaque sous-programme et même chaque projet éventuellement, et des critères de priorisation croisés. Donc, on va parler un peu d'allocation de ressources croisées dans l'optimisation d'un programme pluriannuel. Il existe
plusieurs types de principes d'allocation croisée. Le manuel en présente 3. Donc, il y a le principe d'allocation que je dirais peut-être initial, basique, là, où on va travailler sur des critères techniques et tranquillement, on va monter des programmes individuels préliminaires. Ça va nous amener à faire de la coordination de programmes en connaissant nos objectifs stratégiques, en évaluant les fonds disponibles pour créer notre programmation croisée des actifs. Donc ça, c'est quelque chose c'est un système qui est très intuitif. Certaines organisations vont travailler différemment, donc ils vont travailler sur les objectifs stratégiques pour nous amener vers des critères techniques et éventuellement la programmation croisée des actifs. Quand on est encore plus mature en termes d'organisation, bien là, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va se permettre de mettre en relief l'évaluation des programmes et de l'intégrer dans l'ensemble de la programmation. Donc, comment ça se fait l'évaluation des programmes? Bien, évidemment, il faut que on en a parlé tout à l'heure un petit peu d'ailleurs dans le webinaire, il faut que l'organisation se soit donnée un cadre de performance et que se soit donné des moyens de pouvoir évaluer l'ensemble des programmes en fonction de l'atteinte de ses objectifs et en fonction des objectifs de performance qu'elle s'est donné. Donc, ça c'est un peu l'ADN des organisations plus matures qui viennent régulièrement se poser des questions à savoir est-ce que ma planification est optimale et comment je peux l'améliorer pour faire en sorte d'avoir une meilleure planification et de meilleures infrastructures. La présentation se termine là-dessus, Pascal. J'ai fait ça rapidement pour s'assurer de laisser la place pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. C'est parfait. Merci beaucoup, Francis. Donc, on enchaîne sur la 4e et dernière partie. C'est Pascal Trottier qui va la présenter. Donc, Pascal Trottier est aussi membre du comité technique 3.3 sur la gestion de patrimoine à Pierque. Et Pascal Trottier, en France, est directeur de la société Pavexpert, une société qui accompagne les agences routières dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructure en France et aussi à l'international. Pour revenir à Pierque, outre être membre du comité technique 3.3 sur la gestion de patrimoine, au sein de ce comité technique, Pascal, tu es co-leader du sous-groupe 3, qui est le sous-groupe sur la rénovation et la modernisation des infrastructures vieillissantes. Je t'en prie, Pascal, pour présenter la dernière partie du manuel. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais faire comme Francis auparavant, donc je vais présenter assez succinctement puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées avant, que ce soit par Patrick, par Francis et même par des applications de cas. Donc, moi, je vais vous présenter le 4e volet. Alors, qui concerne du coup, pourquoi il ne veut pas me… Hop. Voilà, qui concerne le 4e volet sur l'application, en fait, notamment du plan de gestion de patrimoine. Alors, ce 4e chapitre se précise en 2 chapitres, à la fois l'aspect outils de gestion de patrimoine, on expliquera ce qu'on entend par l'aspect outils de gestion de patrimoine, et enfin l'aspect communication. Donc, si on s'attache au chapitre, au volet outils de gestion de patrimoine, qui est avec des sous-chapitres, notamment qu'est-ce qu'un outil de gestion de patrimoine, comment valoriser l'emploi d'un outil de gestion de patrimoine, sa structure, le déploiement, et enfin quelques références des études de cas, un petit peu la même structure que dans les chapitres différents. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur le site pour aller voir selon les informations que vous voulez aller chercher. Donc maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un outil de gestion de patrimoine. C'est finalement un logiciel professionnel qui va vous permettre de vous apporter dans le temps une approche rationnelle, notamment par rapport à tout ce que vous avez fait en amont. On l'a vu, une bonne collecte de données, l'établissement d'un plan de gestion de patrimoine, et tout ça va falloir le mutualiser et pouvoir s'aider à se projeter dans le temps. Alors, une approche rationnelle, elle va être intéressante dans la gestion de l'actif et aussi amenée en fait par rapport à ce que vous gérez comme actif. On voit que si vous êtes un État, si vous êtes une région, un département, une commune, ou si vous êtes en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire, eh bien, vous n'allez pas gérer de la même façon. La performance, les outils, les structures et les techniques de chaussée que vous allez utiliser ne vont pas être forcément les mêmes. Donc, le but, c'est vraiment que cet outil reflète votre politique à long terme. Alors, on en a parlé, pour que cet outil de gestion patrimoniale fonctionne et qu'il puisse vous aider à prendre des décisions, eh bien, il va falloir l'alimenter en termes de données. On en a parlé, notamment les données vraiment qui sont nécessaires sont la description des actifs routiers. Francis les a dit auparavant, donc notamment s'il s'agit des chaussées, des équipements, des ouvrages d'art et tout ce qui peut constituer vos actifs.
Enfin, la nature et les caractéristiques, avec tous les éléments qu'on va pouvoir récupérer en amont, des rapports de construction, des conceptions et tout ça, des rapports d'études. Enfin, dans le temps, ce qui va être intéressant, c'est d'évaluer l'état et donc de pouvoir le retranscrire pour, encore une fois, que votre outil fasse fonctionner l'intelligence, on le verra ensuite. Et enfin, d'autres attributs qui sont le climat, le trafic, et qui peuvent constituer des données vraiment très structurantes pour établir une prévision de l'état. Donc, le but également d'avoir cet outil, c'est que ça va vous permettre de prendre en compte les variables. On se rend compte, on a parlé notamment, il y a eu un chapitre de la résilience, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le temps, que ce soit en termes de trafic, de mobilité, d'usage, ou enfin en concernant l'environnement. Et en fait, cet outil va vous aider à se projeter et plutôt que de travailler dans l'urgence, va vous aider à prendre en compte des hypothèses et de voir quel plan d'action à mettre en place en fonction de telle ou telle situation. Donc, maintenant, la structure de cet outil de gestion de patrimoine, il va être très important de la réfléchir en amont, toujours en fonction de votre structure. On a parlé juste avant de maturité, en fonction de votre organisation, quels vont être vos objectifs par rapport à l'utilisation d'un outil de gestion de patrimoine. Et donc, notamment, tous les chapitres. Donc, ça va être très important de prendre un logiciel qui va être modulaire, puisqu'effectivement, votre connaissance, votre évolution dans le temps en termes de maturité va évoluer et donc va falloir pouvoir le prendre en compte dans le choix au niveau informatique et ne pas prendre un outil qui soit plutôt fermé. Alors, ensuite, vraiment, la nécessité de prendre un outil de gestion de patrimoine, il va se trouver sur l'aspect planification du cycle de vie. On en a beaucoup parlé en amont. Cette infrastructure, elle a été construite et il va falloir la gérer tout au long de son cycle de vie jusqu'à sa déconstruction. Et donc, pour ça, on va collecter des données, encore une fois, mais il va être important, notamment aujourd'hui avec la venue de modèles prédictifs, de modèles numériques, d'utiliser l'intelligence de la donnée pour prédire au mieux l'évolution et d'agir vraiment en fonction de l'état et par rapport aux objectifs qu'on aura définis. Donc, il faudra prendre un outil qui va permettre, un outil qui soit performant, des calculs performants, qui nous permettent de définir des stratégies, à la fois basées sur des éléments techniques, mais également financiers, on le verra après, mais également qui nous permettra d'avoir un affichage graphique. On se rend compte que cet outil, dans les organisations, va vous servir aussi de suivi et de communication au sein des services, de mieux travailler, notamment au sein du service technique, avec le service financier, et enfin, la présidence, les élus, vraiment les décisionnaires politiques qui vous permettront de faciliter l'échange pour arriver sur quelque chose de plus fluide. Et enfin, comme je le disais, en fonction de votre maturité, de bien définir quelles vont être les exigences, les attendus par rapport à l'utilisation de cet outil. Et notamment pour la prise en compte, on parle souvent d'exigences techniques, mais également elles sont très importantes, économiques, sociales, et maintenant, on parle de plus en plus d'exigences environnementales. Donc après, il va falloir mettre en place des applications avec des approches plutôt mathématiques, statistiques et plus de modèles numériques. Donc on verra, j'ai mis un point très important, c'est de choisir aussi du matériel qui soit performant pour nous permettre d'apporter le maximum d'efficacité à cet outil. Donc dans la structure de l'outil de gestion de patrimoine, ce qui va être très important et élémentaire, ça va être notamment le stockage et l'affichage des données et des résultats des différentes campagnes qui pourront être faites. Donc ça, c'est vraiment des fonctions élémentaires. On verra ensuite le calcul des KPI, donc des Key Performance Indicators, donc des indicateurs de performance dont on a parlé avant. Ça va être très important de voir du coup si l'outil et si vous, au sein de votre organisation, vous pourrez mettre en place cette intelligence vous permettant de vous projeter, encore une fois. Permettant ainsi, du coup, de déployer des programmes de maintenance et, en fonction des ressources, d'allouer des ressources à moyen, à court et à long terme. Ensuite, on verra que votre structure pourra apporter de l'intelligence encore plus performante, vous permettant de faire de la modélisation des évolutions de KPI de le temps et d'avoir, je dirais, une politique qui soit au jour le jour. Enfin, de faire des analyses bénéfices-coûts, c'est très important de voir, par rapport à un choix de technique routière, est-ce que finalement, par rapport à mon environnement, à mon trafic, de faire cet investissement
c'est plutôt viable par rapport à une autre technique de travailler sur du préventif, du curatif, de travailler sur de l'innovation également en termes de techniques routières, de faire du recyclage. Tout ça, encore une fois, pour répondre aux différentes problématiques que vous avez. Ensuite, et on le verra, ce sera une étude de cas qui sera présentée dans le chapitre, dans la présentation d'après, c'est de prendre en compte des risques, donc faire une analyse de risque qui soit calée par rapport à votre politique. Et en fonction de tout ça, d'élaborer un plan financier par rapport à vos objectifs que vous avez menés. Et enfin, la ligne de la stratégie. Donc là, c'est un petit peu une méthodologie qu'on donne sur un niveau, on reparle encore une fois de maturité, donc là, on va parler de niveau basique. C'est un petit peu ce qui est très important pour aller très vite, une base de données routière avec l'évaluation de la performance qui nous permettra en fonction d'une stratégie, d'une règle de décision et d'un budget, d'avoir une programmation à court, moyen, à N+1, N+2, N+3. Ensuite, lorsqu'on va passer sur une maturité un petit peu plus avertie, on va pouvoir y intégrer de l'intelligence. Donc, notamment, de mettre en place des modèles d'évolution naturelle. Par exemple, de dire en fonction de mon environnement et de telle technique et de mon trafic, qu'est-ce que je peux attendre en termes d'évolution? On se rend compte que ces modèles sont souvent basés sur des modèles théoriques, mais vont avoir besoin de données d'entrée pour pouvoir qu'ils puissent fitter par rapport à votre environnement à vous et de dire, tiens, si j'attends d'un BBJ qui dure 15 ans ou moins, et de se dire, voilà, est-ce que sur mon environnement, par rapport à mon trafic et par rapport à mon environnement, ça correspond mieux. Donc là, vous allez mettre en place des modèles d'évolution naturels et enfin, lors d'application de nouvelles techniques d'entretien, voir aussi les effets d'intervention dans le temps par rapport à votre planification. Et donc, ce qui vous permettra d'arriver sur un système d'organisation, plutôt on parle de maturité avertie, où là, vous allez intégrer vraiment l'aspect moyen et l'application de l'aspect performantiel. Donc, encore une fois, avec des indicateurs qui vont être à la fois techniques, socio-économiques, mais également environnementaux, ce qui est très important. Et ensuite, ce qui va vous permettre de réévaluer, on a parlé tout à l'heure d'actifs, et donc la notion d'actif apporte la notion comptable, va apporter notamment l'évolution de la valeur brute de remplacement et celle amortie. Et ensuite, lorsqu'on va aller sur vraiment une maturité vraiment engagée, là, on va pouvoir faire des analyses de coûts. Alors là, encore une fois, c'est une méthodologie et en fonction de votre maturité, de votre organisation, vous pourrez, si vous en avez l'occasion, de le faire, de déployer cette structure qui va être, encore une fois, va vous permettre d'affiner votre analyse pour, encore une fois, optimiser vos investissements, faire de l'innovation et vous projeter le plus possible dans le temps. Donc là, voilà. Là, ça reprend un petit peu. Donc là, pour une structure, donc ça va être important de mettre en place des stratégies d'investissement en fonction, encore une fois, en fonction de ce que vous avez mis en place au sein de votre organisation, c'est-à-dire pour garantir la valeur du patrimoine, mais également ses fonctions premières. On a parlé, notamment Patrick Laura a parlé de sécurité routière. Ça va être aussi d'important de pouvoir prédire pour que ça puisse répondre par rapport à cette notion de sécurité routière. Et enfin, tout ce qui est les analyses bénéfices-coûts face à l'analyse de risque et qui vous permettent en fait de mettre à jour l'évolution globale de votre patrimoine routier. Donc là, ça reprend un petit peu, c'est une copie écran qui vous permet en fait de reprendre en fonction de ce qui était obligatoire et facultatif en fonction de votre maturité. Donc, ce serait intéressant d'aller voir sur le site ce tableau. Donc voilà, ensuite, ça reprend un petit peu. Ça, je mets un point, je vais aller très vite. Ça va nécessiter un effort important en termes d'installation. Donc, c'est pour ça que c'est un outil sur lequel il va falloir réfléchir en amont avec l'ensemble des parties prenantes. Et je mettrai un point également sur l'aspect gestion de la donnée. Une chose qu'il faut faire très attention, c'est d'avoir des données qui soient suffisantes, mais également fiables et actualisées. Sinon, l'ensemble de la constitution d'une base de données ne fonctionnera pas pour mettre de l'intelligence et du coup, les résultats attendus ne seront pas présents. Donc là, vous avez donc également la planification des coûts dans la durée. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Donc, vous avez un volet, donc il y a quelques références, donc notamment 2 exemples sur ce chapitre-là, avec des études de cas. Je n'irai pas plus loin sur ce volet-là parce qu'on va vous en présenter une sur l'aspect gestion de risque juste après. Et après, donc le dernier volet, c'est l'aspect communication. Donc, l'important, je resterai là-dessus, c'est la communication déjà en interne.
pour déjà que ce projet soit, tout le monde adhère à ce projet, à la fois les utilisateurs et les gens, l'ensemble de l'organisation, pour répondre encore une fois aux objectifs de performance par rapport à cet outil. Et ensuite, l'intérêt de l'outil, c'est également la communication avec les tierces. C'est de voir aussi de quelle manière vous allez vouloir communiquer sur ces résultats. Est-ce que vous voulez communiquer sous forme de vidéo, sous la forme de rapport annuel? Je prends l'exemple de la France. Aujourd'hui, nous avons un rapport de l'Observatoire national de la route, donc qui reprend un petit peu ces valeurs de l'état du réseau routier. Voilà, donc ça va dépendre et cet aspect communication va être très important à mettre en place en amont. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Voilà, hop. Très bien, Pascal. Merci infiniment pour cette Donc, présentation. voilà ce que je voulais vous dire, une étude de cas sur l'aspect, pardon, excuse-moi Pascal, sur l'aspect communication, comment mieux communiquer sur la gestion de patrimoine, qui a été fait par notamment l'ancien président du groupe, Thomas Linder, donc sur le territoire bavarois. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Encore une fois, on attend vos questions. Et je quitte pour que Hélène puisse partager sa présentation. Merci à tous. Ok, merci beaucoup Pascal. Tu vas voir qu'il y a une question pour toi dans la conversation en ligne d'ailleurs. Et donc, on va passer à la dernière présentation. Donc, c'est Hélène Clich qui intervient, qui travaille au ministère des Transports en France, qui est chef du bureau du patrimoine du réseau routier national non concédé et qui va présenter l'approche de gestion des risques menée en France sur ce réseau routier national non concédé. Donc, Hélène Clich est également membre du comité technique 3.3 de Pierre sur la gestion de patrimoine. Hélène, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement en fait, un exemple de la méthodologie d'analyse de risque qu'on a appliquée aux 12 000 km du réseau routier national non concédé en France, qui est une forme d'application, on peut dire, de ce qui est présenté dans le cadre du manuel de gestion de patrimoine dans les parties 2-3 sur la gestion des risques, mais également dans les parties 3 et 4 qui viennent de vous être présentées. Je vais vous présenter d'abord juste quelques chiffres sur le réseau routier national non concédé sans m'attarder. Donc à peu près 11 300 km de route et 2 400 km d'autoroute gérés par 14 services gestionnaires du réseau. L'exemple que je vais vous montrer a été réalisé, en fait, l'analyse de risque dans le cadre d'un audit externe de l'entretien du réseau routier national non concédé qui a été réalisé en 2017-2018 à la demande du gouvernement français et réalisé par un bureau d'études, des bureaux d'études suisses, IMDM, Nibux. Donc cet audit suivait un peu les principes de la norme ISO 55000 et vous voyez le schéma à droite à l'écran avec plusieurs phases, un diagnostic, l'identification des leviers d'optimisation et des méthodes de simulation, la réalisation des simulations de scénarios et ce qui était particulier dans cet audit et qui pour nous était une première par rapport à tout ce qu'on avait en termes de gestion du patrimoine pour le réseau routier national non concédé, il y avait pour la première fois finalement la traduction de tout ce que l'on faisait sur une grille d'analyse de risque que je vais vous présenter. Pour faire cette analyse de risque, comme ça a été présenté aussi par les collègues, on a besoin de données d'état, donc des chaussées, des ponts, des équipements, de trajectoires budgétaires, d'une hiérarchisation socio-économique du réseau, d'une typologie du réseau, de loi de vieillissement, et ensuite de leviers d'optimisation. Et puis, une fois qu'on arrive à faire des simulations de politique d'entretien sur 20 ans, on a essayé de traduire les résultats dans le cadre d'une analyse de risque que je vais vous présenter. Cette analyse de risque, elle est finalement à la fois systémique, c'est bien une analyse de risque sur les 12 000 km de route du réseau routier national. C'est ça qui est un petit peu nouveau, puisqu'on est habitué à faire des analyses de risque sur des projets, mais comme ça, de faire des analyses de risque sur un grand patrimoine avec plusieurs actifs, les chaussées, les ouvrages d'art, les équipements, c'est quelque chose qui était pour nous totalement nouveau et donc on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Donc, les auditeurs suisses nous ont proposé de faire une analyse de risque quand même simplifiée avec une grille 4x4. Donc, pour pouvoir définir ces risques, on a besoin de définir en fait des enjeux majeurs. Je vous présenterai après ceux qu'on a retenus pour le réseau routier national non concédé. Des niveaux de gravité, vous voyez à droite avec après 4 niveaux, faible, moyen, grave, très grave, et des niveaux de seuil de probabilité, d'occurrence de ces risques,
avec très improbable, peu probable, probable, très probable. Ce qui est difficile, en fait, dans cet exercice, c'est justement, en fonction de chaque risque qu'on va pouvoir regarder, comment j'arrive à qualifier si c'est grave et si c'est probable. C'est vrai qu'avant de démarrer l'exercice, on était un petit peu inquiet de se dire, mais est-ce qu'on est en capacité de définir tout ça à notre niveau pour un parc de 12 000 km de route? Après, dans la grille d'analyse de risque, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les risques qui sont à la fois très probables et très graves, ils sont jugés comme inacceptables en l'état et il faut essayer d'en sortir au plus vite et de mettre en œuvre un certain nombre de leviers pour sortir de ce risque inacceptable. Pour le réseau routier national non concédé, on a, parmi les enjeux majeurs identifiés, on a retenu finalement la sécurité du réseau, la sécurité des agents et des usagers, on va dire, la disponibilité du réseau et un enjeu d'environnement. Alors, je vais vous présenter exactement dans le détail, en fait, mais en allant quand même assez vite, comment est-ce qu'on a défini les niveaux de gravité et les seuils de probabilité. Donc, pour les niveaux de gravité, sur l'enjeu de sécurité, finalement, il fallait définir 4 niveaux et ça a été assez facile. On est parti du niveau très grave en considérant qu'au niveau de la sécurité, ce qui était très grave, c'était un accident mortel. Et ensuite, on a descendu en termes de niveau de gravité en ayant, par exemple, un arrêt de travail d'un jour étant le niveau faible vis-à-vis de la gravité de l'enjeu de sécurité. Donc ça, on l'a fait assez facilement. Sur l'enjeu environnemental, en termes de gravité, on a fait le même exercice. Là, c'est plutôt qualitatif. Très grave, on a une pollution majeure qui entraîne l'extinction de la faune et de la flore. Et puis faible, on peut avoir une pollution, mais sans impact sur la faune et la flore. Au niveau des niveaux de gravité sur la disponibilité du réseau, là, on a un peu plus détaillé et on a défini des niveaux qui pouvaient être différents selon les types de réseaux. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais on avait notre réseau en 4 groupes de réseaux. Et donc, vous voyez qu'à droite, ce qui peut être très grave, c'est la fermeture de plus d'une semaine sur certains réseaux très, très circulés, alors que sur des réseaux un peu moins circulés, on peut considérer que le très grave, c'est une fermeture de 3 mois. Et à l'inverse, on part de le niveau faible, ce n'est pas de gêne à la circulation. Donc, pour les niveaux de gravité, c'est finalement pas si compliqué que ça à définir avec cette matrice 4 par 4. Après, chacun peut avoir sa propre appréciation, mais l'exercice n'était pas trop difficile. Par contre, pour définir les seuils de probabilité, là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça dépend de nos indicateurs d'état des chaussées. Déjà, est-ce qu'on a des indicateurs quantitatifs ou est-ce qu'on n'a que des indicateurs qualitatifs? Et donc, vous voyez là dans la slide que sur les chaussées, les ouvrages d'art, comme on a des données d'état avec des indicateurs qu'on peut quantifier, on a réussi à fournir des seuils de probabilité qui dépendaient de nos indicateurs d'état. Donc, par exemple, on a considéré que si on avait plus de 15% de notre parc en mauvais état, des chaussées en mauvais état, c'était très probable en fait d'avoir. Après, il faut croiser avec les niveaux, avec les risques, on verra tout à l'heure, mais voilà, c'est très probable d'avoir le phénomène redouté. Pour les ouvrages d'art, on a qualifié à 20%. Sur les équipements, on n'avait pas cette finesse et donc on a plutôt pris des pourcentages par rapport au budget, aux besoins budgétaires espérés. Et sur des équipements dynamiques, on a plutôt utilisé l'âge relatif du parc pour essayer de déterminer ces seuils. Donc là, je pense que ce qui est plus complexe à déterminer, c'est bien ces seuils de probabilité et c'est à chaque gestionnaire, en fonction de ses indicateurs, de pouvoir définir de la connaissance, de pouvoir définir ces seuils qui lui sont propres. Donc, à partir de ces niveaux de gravité et des seuils de probabilité des risques, on a aussi identifié pour chaque actif, donc là, vous voyez les chaussées, des événements redoutés. Donc, finalement, pour les chaussées, on a l'apparition de nids de poules non contrôlés. Alors, ce n'est pas l'apparition d'un nid de poule. Hein. Là, on est vraiment à l'échelle du parc, des 12 000 km de route. C'est est-ce que si j'ai donc plus de 15% de mes chaussées qui sont en mauvais état structurel, est-ce que je vais avoir du mal à gérer l'apparition de nids de poules à la suite d'un hiver très rigoureux? C'est comme ça qu'on s'est posé la question et qu'on a répondu à ces choses-là. Vous voyez les autres, je ne vais pas les détailler, vous aurez accès à la présentation. Sur les chaussées, finalement, l'enjeu dominant, c'est plutôt la sécurité. Vous voyez là dans les résultats, selon les différents scénarios budgétaires, on est déjà en risque inacceptable
vu l'état des chaussées du réseau routier national non concédé en 2017. Je passe aussi rapidement. Pour faire ça, on est obligé d'avoir des hypothèses de budget et des simulations sur 20 ans qui nous permettent après de venir mettre la couleur du risque avec la probabilité qui dépend des résultats des simulations et la gravité qu'on a définie au préalable. On a fait le même exercice pour les ouvrages d'art et les effets redoutés, donc c'est la rupture d'un pont, la rupture de mur, la rupture de buse, des défauts d'équipement ou la gêne liée aussi aux travaux qu'on a évalués en termes de risque. Si on regarde justement ces évolutions de risque pour les ouvrages d'art, on se dit qu'aujourd'hui, pour le réseau routier national, on était en risque acceptable, mais que dans 15 ans, on risque de tomber dans des risques inacceptables parce que notre parc va vieillir et que malgré tous les efforts qu'on fait, on risque d'avoir des ponts qu'on sera obligé de fermer pour faire les travaux. Et donc, c'est jugé comme inacceptable sur une certaine partie du réseau. Sur les ouvrages d'art, l'enjeu qui est ressorti majeur était plus la disponibilité que la sécurité. Alors, juste une petite parenthèse, cet audit, il a été réalisé avant l'effondrement du pont de Gênes. Donc, ça ne change rien en fait au résultat. Et ça montre bien, alors, parce que quand on parle de disponibilité, c'est qu'on espère qu'avec tous les dispositifs de surveillance, on ferme l'ouvrage avant qu'il s'effondre. Et donc, en termes de sécurité, ce n'est pas tant la sécurité qui est en jeu que le fait qu'on va être obligé de fermer l'ouvrage pour le réparer. On a fait le même exercice sur les équipements. Et donc, par exemple, voilà, on a regardé la perte de guidage des usagers. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'assignation horizontale ou la chute d'un équipement, un portique potence et OMA, ou des chutes de blocs. Donc on voit que là, ce qui est le plus en risque, finalement, c'est quand même les chutes de blocs, c'est les chutes, parce que finalement, en termes de gravité, on a des risques d'accidents mortels sur les usagers. Et donc c'est ça qui est le plus... le niveau de risque est plus élevé que d'autres familles d'équipements. Alors voilà un exemple. Ce que je vous ai présenté, c'est bien un exemple de l'application du manuel, de la partie 2.3 des risques. Vous voyez que nous, par rapport à les actifs critiques, on a identifié la sécurité, ce que moi j'ai appelé la disponibilité, qui est la réduction, la rupture du service, et l'environnement. On n'a pas regardé les autres actifs qui ont été, même s'ils sont bien sous-jacents. Et puis, à travers cet audit, on a bien regardé quels étaient les risques sur les biens, quels étaient les actifs essentiels. Donc, on retient qu'on a quand même nos ouvrages d'art, quelques familles d'équipements qui sont plus en jeu que d'autres, et nos chaussées si on a des hivers très rigoureux. On a bien identifié aussi les risques patrimoniaux pour l'entreprise et l'agence dans son ensemble, et on a bien évalué à travers nos simulations budgétaires le coût. Voilà, nos simulations dépendent de coûts d'investissement, de politique d'entretien, et on est bien capable d'estimer combien il nous faudrait de plus ou combien d'années aussi d'investissement il nous faudrait en suivant telle politique pour améliorer la situation et sortir des niveaux de risque inacceptables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 ? Cette analyse de risque, elle nous a fait prendre conscience collectivement, alors on l'avait peut-être, mais voilà, on l'a partagée quand même à tous les niveaux. Et ça a été quand même un outil de communication qui nous a permis une augmentation quand même des budgets d'entretien selon une trajectoire à 10 ans, qui a été inscrite dans la loi d'orientation des mobilités. On a eu également un plan de relance de l'économie en 2020 avec 100 millions d'euros pour les ouvrages d'art. Et aujourd'hui, cette analyse de risque, elle continue à servir. On peut dire 2018, c'est vieux. Est-ce qu'elle est périmée? Je ne crois pas, en fait. Elle est toujours d'actualité. Il faudra un jour qu'on réactualise nos simulations, etc. Mais elle est toujours d'actualité. Et elle nous sert aujourd'hui à répartir les enveloppes budgétaires à budget contraint. Malgré tout ça, on n'a pas forcément tous les budgets qu'on espère. Et donc, on est quand même obligé de prioriser. Et donc, ça nous permet de donner finalement la priorité donc, aux ouvrages d'art, selon le scénario optimal de l'audit, de donner la priorité à certains budgets d'équipement, et puis ensuite de donner aussi, d'essayer d'augmenter les budgets sur les chaussées. Et ça nous permet toujours aussi de justifier les besoins budgétaires qui sont nécessaires pour les 10 prochaines années. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez des liens pour avoir plus d'informations sur l'audit et une fiche qu'on avait préparée
dans le cadre justement de l'Observatoire national de la route. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation. On vous a présenté l'ensemble du manuel, les 4 grandes parties du manuel, et avec 2 belles illustrations en France et en Belgique. On a gardé des questions pour la fin. Donc moi j'ai vu arriver des questions alors sur la conversation en ligne, et puis aussi il y avait une possibilité qui avait été indiquée par Miguel de poser des questions à côté. Donc j'ai sous les yeux les questions que vous avez posées. Il y en a certaines, j'ai répondu aussitôt parce que j'avais la possibilité de répondre à certaines questions déjà. Je ne vais pas reprendre toutes les questions, je vais reprendre celles qui ne sont pas traitées pour l'instant. Dans la conversation en ligne, il y a une question pour Pascal Trottier. Est-ce que les modèles prédictifs peuvent tenir compte de l'impact des travaux concessionnaires récurrents en milieu urbain? Eh ben, merci à la personne qui a posé cette question. Effectivement, c'est un enjeu très important à ce jour dans les villes. Oui, forcément, ça va faire évoluer le modèle. Et c'est tout l'enjeu en fait, de la planification des opérations, comme on a pu le dire, et de la communication en fait, pour intégrer l'ensemble des parties prenantes. Donc, à la fois, par exemple, le service voirie d'une métropole, si je prends l'exemple d'une métropole, mais du coup, d'y associer les gestionnaires, les concessionnaires de réseaux, qu'ils soient réseaux secs ou humides, pour essayer d'optimiser lorsqu'il y a une intervention, de dire bon, on vient établir la modification et l'entretien des réseaux et ensuite donc travailler sur le bord de chaussée, ou alors de le faire a posteriori, mais forcément, il y aura un impact sur la performance. Pour diminuer la réduction du rythme de vie, c'est de bien faire du contrôle pour voir si l'entreprise respecte bien les procédures de réalisation d'une tranchée et donc ensuite de rétablissement de la tranchée, de mettre un joint, enfin voilà, tous les éléments nécessaires méthodologiques qui vont permettre de réduire ce point faible pour éviter que ça vienne affecter la performance dans le temps. Voilà. Merci Pascal pour cette réponse. J'ai une autre question. Une question sur le guide contient-il des méthodes de calcul de l'actualisation et de la capitalisation des investissements en patrimoine routier? Donc, la question au départ a été posée pour Jean-Marie Deck, mais peut-être que Patrick Lerat ou Francis Boivin auront des éléments de leur côté. Je t'en prie, Jean-Marie, si tu as des éléments. Oui, je ne suis pas sûr que le manuel donne une méthode détaillée. Exactement. Le guide ne donne pas de méthode de calcul. Le guide amène un éclairage en disant ce sujet est à prendre en compte. Après, il existe différentes méthodes. Il faut se rapprocher plus à ce moment-là des services financiers propres à chaque organisation ou d'un prestataire qui accompagnera le gestionnaire. Il y a deux aspects qui peuvent être intéressants à chiffrer. Il y a l'aspect valorisation globale du patrimoine, qui des fois peut être assez complexe. Et puis après, il y a aussi une valorisation des investissements attendus. Et là, effectivement, l'intérêt d'actualiser des investissements sur une longue durée, c'est de pouvoir comparer à armes égales des programmes avec un investissement plus précoce ou plus tardif. Donc vraiment de pouvoir les comparer d'un point de vue financier. Mais il n'y a pas de méthode directement explicitée dans le manuel. Si je peux me permettre de compléter la réponse, nous, c'est des sujets en tant que concessionnaire qui nous intéressent beaucoup. Donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la très grosse difficulté, c'est d'avoir des taux d'actualisation, puisque personne, il y a encore 3 ans, ne pouvait envisager des inflations de l'ordre de 8%. Et la difficulté aussi liée à ça, c'est que sur nos infrastructures routières, un élément hyper important, c'est la valeur du bitume dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, c'est un petit peu lire dans une boule de cristal. Donc, je ne dis pas qu'on ne fait pas l'exercice, mais c'est un exercice assez compliqué pour pouvoir aboutir à une vanne. Donc, la vanne, clairement, c'est ce qu'on préfère faire un gros investissement initial, ce qu'on appelle le CAPEX et réduire les OPEX, ou vice-versa, faire un investissement initial plus faible et faire plus de maintenance par la suite. Tout ça, c'est complètement dépendant des taux d'actualisation et de l'inflation. Et dans le monde où on vit, malheureusement, depuis quelques années, le futur n'est plus ce qu'il était, quoi. Eh bien, Patrick, alors donc, dans notre manuel, vous l'avez vu, on présente aussi des études de cas.
Donc, si vous avez des études de cas à partager, ça pourrait utilement enrichir le manuel sur ce sujet-là, par exemple. Merci beaucoup. Justement, alors, il y a une question qui est peut-être pour toi, sans que ce soit marqué explicitement, Patrick, parce que tu as parlé de l'analyse du cycle de vie et des enjeux environnementaux. Peut-on évaluer holistiquement l'impact environnemental des routes en utilisant l'analyse de cycle de vie si on n'a pas suffisamment de données? C'est la question que parfois on n'a pas forcément assez de données. Le cycle de vie, tel que présenté dans le manuel, je dirais que c'est qu'une petite partie de ce qu'on appelle l'ACV, hein, puisqu'en principe, on monte d'échelle en échelle jusqu'à aboutir à l'impact sur l'économie locale qui convient de chiffrer et l'impact. Donc, le terme holistique veut dire qu'on intègre tous les partenaires, tous les composants d'une infrastructure. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas suffisamment de données. Nous, on essaie de le faire sur des investissements, sur des infrastructures qu'on a créées. On essaie de déterminer l'impact positif, mais c'est des choses qu'on fait malheureusement plutôt a posteriori et qu'il est très dur de pouvoir décrire a priori au moment du choix. Enfin, surtout, ça, c'est les organisations et les États, enfin, c'est de la politique, hein. Le choix de déterminer une nouvelle infrastructure, l'impact, analyse cycle de vie, voilà. On manque souvent de données pour les répercussions indirectes de cette infrastructure. Mais le cycle de vie, pareil, comme tu disais, on pourrait aussi avoir des exemples où on étend en fait au-delà de la simple infrastructure, hein. Je pense que c'est qu'un des 4 niveaux en fait de l'analyse du cycle de vie global. Très bien, merci Patrick. S'il est possible juste de compléter. Ah oui, je t'en prie, Jean-Marie. Très rapidement, de toute façon, dans toutes ces démarches, tout gestionnaire se confrontera un peu à cet équilibre entre l'acquisition de données, puisque si je n'ai pas de données, je ne sais globalement rien dire. Personne n'est magicien autour de la table, donc il faut des données pour se projeter, il faut des données pour simuler. Et d'un autre côté, acquérir de la donnée a un coût, peut avoir à un moment un coût exorbitant, et donc il faut accepter à un moment une baisse de la précision des projections liée au fait qu'on ne sait pas acquérir et maintenir l'acquisition d'une donnée plus détaillée. Donc voilà, c'est un des sujets importants que l'organisation des cours en gagnant en maturité. Eh bien, merci Jean-Marie. Alors, j'ai une autre question autour des logiciels. Alors, c'est peut-être plutôt pour Pascal. Donc, quel logiciel existe pour la gestion des ponts et tunnels? Est-ce possible avec HDM4? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de logiciels en fonction encore une fois, des modules que vous allez vouloir utiliser. Si vous voulez utiliser, y associer un terme d'investissement financier fort. Et là, effectivement, HDM4 est un outil très utilisé, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, vraiment pour les politiques d'investissement au sein des États. Après, si votre réseau était un petit peu plus petit, vous allez pouvoir utiliser d'autres types d'outils que vous pouvez retrouver du coup, alors il y a plusieurs rapports qui viennent mentionner, hein, si vous allez voir sur le site de PIARC, qui peuvent mentionner ce type d'outils. Mais voilà, il y a plusieurs et vous trouverez votre bonheur par rapport au type de réseau que vous avez à gérer. Mais effectivement, HDM4 ça répond à ça. Très bien, merci beaucoup. Je vois une question qui est arrivée sur la conversation en ligne. Est-ce que le manuel donne une méthodologie d'évaluation du coût du patrimoine routier? Donc, je ne sais pas qui d'entre vous peut répondre. Je pense que c'est… Je peux faire une première réponse. Non, oui. L'outil globalement ne donne pas de méthode pratique de calcul, mais ouvre déjà sensibilise les organisations sur la nécessité ou non de le faire en fonction de leur maturité et donne des pistes, par exemple, au travers des cas d'usage. C'est dans la section valorisation, là, finalement, qu'il faut aller regarder ça avec les grands principes. Là. Oui, très bien, Francis. Donc, voilà, c'est des exemples où effectivement, ça permet de voir ce qui existe à ce jour dans le manuel. Dans le manuel, il y a les grands principes, en quelque sorte. Illustrer ces grands principes avec des exemples concrets de mise en œuvre, ça peut se faire par des études de cas.
Et donc, vraiment, on est preneur d'études de cas pour enrichir le manuel et bien l'illustrer. Alors, si je peux peut-être rajouter, excuse-moi, et très rapidement sur la méthodologie, notamment d'évaluation, il y a aussi, si vous êtes intéressé, des lois économétriques qui vous permettent de valoriser votre patrimoine à travers la construction qu'il y a à côté de l'actif. Donc, il vient notamment aussi valoriser votre actif. Donc, ça, c'est des choses qui existent en termes d'économie du transport. Eh bien, je crois qu'on a traité toutes les questions qu'il y avait en ligne. Est-ce que quelqu'un en a d'autres? Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole d'ailleurs. Je crois qu'il faut que vous le demandiez pour qu'on désactive le micro peut-être. Est-ce que vous avez… Je me tourne vers Miguel. Il faut désactiver les micros éventuellement pour des questions. Comment ça marche? Oui, effectivement, si quelqu'un veut poser une question directement orale, Oui, je oui. suggère qu'on fasse signe, qu'on s'acquiesce Voilà, avec des c'est ça. réactions. C'est Et puis ça. par la suite, on ouvre les micros, oui. Voilà. Merci Miguel. Donc, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de questions venir. Et bon, en tous les cas, on reste à votre disposition. Justement, j'ai vu une question qu'à un moment donné qui était posée d'avoir nos adresses mail pour éventuellement nous contacter pour pouvoir répondre à d'autres questions. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir organiser. En tous les cas, comme vous aurez toutes les présentations, à la fin des présentations, il y a nos adresses mail. Donc, vous aurez le moyen comme ça, j'ai en tête au moins celui-là, pour pouvoir nous contacter, nous poser des questions complémentaires. On est à votre disposition. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. Eh bien, je vais laisser le mot de la conclusion à Patrick. C'est un grand honneur. Merci Pascal. Bon, félicitations à tous les intervenants. Vraiment, c'était très intéressant et très détaillé. Donc, on présentait un de nos produits qui est un site web. On peut se dire, bon, c'est un site web de plus. Mais non, en fait, les présentations montrent toute la richesse du contenu. Vraiment, merci à tout le monde qui a contribué à élaborer le contenu, le traduire en français, en l'occurrence. L'espagnol arrivera bientôt, mais en français pour l'instant, en plus de l'anglais. C'est vraiment du temps que vous avez consacré, et merci encore d'avoir consacré du temps aux intervenants pour partager leurs connaissances et l'outil aujourd'hui, hein. Et je souligne des intervenants du secteur privé, du secteur public, de différents pays. Donc on voit vraiment que c'est un travail collaboratif. Et aussi merci aux participants. J'ai vu que le nombre de participants est resté stable durant tout le webinaire. Il y a des webinaires qui ont moins de succès au fur et à mesure que le temps passe. Donc là, vraiment, c'est une bonne marque. Et comme le disait Miguel tout à l'heure, et Pascal l'a rappelé, on va partager, après un petit peu de compilation, bien sûr, cette présentation sur notre site web. Mais si déjà vous voulez aller consulter le manuel, tout simplement, on peut peut-être partager le lien dans le chat ici, si personne ne l'a encore fait. Parce que comme ça permettra à tout le monde d'aller directement voir de quoi il en retourne en personne. Et ça serait, je pense, une bonne conclusion pour aujourd'hui. Allez voir ce site internet. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Il y a une fonction pour ça de discussion. J'indique également que nous sommes en train de constituer le prochain cycle de travail de Piarc qui commencera l'an prochain. Et donc, si vous voulez travailler avec Pascal et les autres sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous mettrons en contact avec les décideurs dans vos différents pays pour qu'ils puissent étudier cela avec vous. Voilà. Et un grand merci à Pascal Rossini et aux autres pour avoir monté cette opération. À très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Oui, merci, au revoir. Et aussi merci à Miguel et à Kay qui ont beaucoup aidé à monter cette opération. Merci.